qui cumule aujourd'hui plus de 50 millions de vues sur YouTube. Ce serait pas mentir de dire cela. Apparemment non. L'humoriste belge, vous l'entendez bien, Guillaume vient nous présenter son spectacle. Guillaume vous détend. Après la Belgique, vendue à guichet fermé, un mois à la scène parisienne, on le retrouve en prolongation le 6 et 7 mars au Trianon et en tournée dans toute la France, en Suisse et au Canada. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Guillaume. Bonjour et merci de me recevoir. Eh bien, je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On va, comme je viens de le dire, découvrir votre actualité. Mais cette émission a un ADN particulier qui est tenté de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je dirais hyperactif. Je parlerai aussi quand même de passionné. Et puis un peu chauvin. Et chauvin, et je crois qu'on l'entend dans votre spectacle à un moment donné, d'ailleurs surtout dans vos vidéos, on va le voir dans un instant, on comprendra pourquoi je dis ça. On va voir alors si ces 3 mots collent avec votre personnalité tout au long de cette émission. Le début, toujours le début. Guillaume, de votre vrai nom, Guillaume Watkamps, si c'est bien comme ça, Watkamp. Oui, Watkamp, c'est encore mieux. Ouais. Vous êtes né à Namur le 20 janvier 92, on peut donner votre âge. Oui, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai vécu dans une famille nombreuse, nous sommes 4. J'ai 2 grandes sœurs et un grand frère. Je suis le plus jeune. Donc j'ai vécu dans les villages de Namur. Donc Namur, pour resituer, c'est 60 km en dessous de Bruxelles. C'est la capitale de la Wallonie, donc on est quasi au milieu de la partie francophone, au-dessus de vous, la France. Et donc j'ai vécu à 12 km de Namur, qui est déjà considéré pour le reste du monde comme un village. J'étais dans le village du village. Du village du village. De la commune d'Assès. Et puis j'ai grandi là, vraiment une enfance assez mouvementée dans le sens où mon papa est avec ma maman, même ma grande sœur et mon grand frère sont issus d'une autre relation qu'il a eue auparavant, donc c'est une famille recomposée. Mais c'est un peu à la mode pour le moment, donc on était juste des visionnaires de ce qu'allait devenir la société. et puis donc mouvementé dans ce sens-là, mais sinon j'ai quand même eu la chance d'évoluer dans une famille qui ne manquait de rien. On n'était pas du tout plus riche que les autres de la moyenne, et on n'était pas non plus plus pauvre, donc on ne manquait de rien, mais on ne s'offrait pas non plus une vie de luxe. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être très 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 vite proche de ma maman. Quel genre d'enfant justement étiez-vous ? Bizarrement, j'étais entouré de mes sœurs, de mon frère. J'étais entouré aussi de beaucoup de copains, très très vite dans les jupes de ma maman, et ça pendant très 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 longtemps. Mais j'étais quand même déjà un peu dans ma bulle. J'étais quand même très souvent seul à construire toutes sortes de choses imaginaires dans ma chambre ou dans les pièces de la maison, et très vite je me suis senti pas différent, mais ouais, je sentais que j'étais déjà un peu un solitaire, bien que très fort entouré. Est-ce que ce côté à part dans les jupes de votre maman, pour le coup, font de vous un enfant roi ? C'est une très belle question, et en plus un beau parallèle avec le spectacle, mais en tout cas roi, mais pas dans le sens péjoratif ou négatif du terme, dans le sens où j'étais pas un enfant pourri gâté qui ne respecte pas les autres et qui pense que tout lui est dû, mais en tout cas j'étais un enfant, je préfère le terme fils à maman, et je le suis encore, et mes sœurs en rigolent encore aujourd'hui, parce qu'à 33 ans je continue à être le petit privilégié et à qui on a du mal à refuser les choses, mais en tout cas enfant roi, mais pas perçu comme, parce que c'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue d'ailleurs. Enfant choyé, très aimé, oui, qui font que vous êtes l'enfant roi dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Je pense qu'on le comprend bien. Et puis globalement, même mes sœurs ont pris le relais très maternel de ma maman après, donc c'est pas comme si elles me jalousaient ou me le reprochaient. Je suis ultra protégé par mes grandes sœurs, même quand il s'agit d'avoir une amoureuse. Elles doivent passer le test. Après un test en Belgique, ça va. Hein. Oui. Vous avez dit, je crois savoir, que quand vous étiez petit, il y avait cependant une tendance à l'ennui. Oui. C'est ce qui fait que vous aviez besoin de créer l'événement. Oui, ça c'est vraiment des mots... Créer toujours quelque chose, inventer. Il faut le dire aussi, vous allez commencer à faire du théâtre très tôt. Et ça, on le sait moins, mais on va y venir dans cette émission. Vous commencez à vous intéresser à l'art, on va dire ça comme ça, très petit. Oui, en fait,
vous avez raison sur tout ce qui est dit. Et je pense que c'est des mots que j'ai même moi-même pu prononcer par rapport à l'ennui et surtout à la création de l'événement. C'est que je pense que c'est aussi, étant issu d'une famille nombreuse où il y a toujours du bruit, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent. Dès que je sortais de ce cadre-là, le silence me faisait peur et le regard des autres me faisait peur. Et quand dans une pièce il y a du silence, mais en plus le regard des autres, on se sent vite. Et donc pour détourner l'attention de cette peur du vide, je devais créer l'événement et c'était souvent via l'humour. Parce que bizarrement, l'humour, quand on a besoin de se protéger, est un très bel outil. Et oui, on le voit bien avec notamment les divers humoristes qui sont venus dans cette émission-là. On voit bien que l'humour cache beaucoup de choses. Après avoir terminé vos études secondaires, que vous allez passer au collège Notre-Dame de la Paix à Herpan, vous allez faire un passage à Paris pour faire du théâtre, je crois. Ouais. Mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Non, et pour revenir, pour compléter ma petite réponse précédente, parce que vous parliez de l'art, c'est vrai que très vite ma maman m'a inscrit au théâtre à mes 7-8 ans parce qu'elle se disait il a besoin d'un lieu où il va pouvoir justement utiliser cet outil à bon escient et aussi pour qu'elles aient un peu la paix parce que dès qu'un invité venait manger à la maison, il devait scoltiner un spectacle. On l'a tous fait. Voilà, c'est de bonne guerre, sauf que moi on professionnalisait avec une fausse billetterie et on allait vraiment au bout du processus. J'avais déjà compris un peu les rouages de la production et c'est vrai que du coup jusqu'à mes 16 ans j'ai fait du théâtre et puis j'ai fait de l'improvisation jusqu'à mes 18 et puis fameusement 2 ans de cours de théâtre à Paris. Ça s'est pas passé comme prévu dans le sens où je suis parti un peu en claquant la porte en disant à ma maman et à mon papa je vais gérer, ne me donnez pas d'argent, je me débrouille. Mais du coup j'ai dû très vite trouver un petit travail pour financer les cours parce qu'à Paris c'était déjà des montants qui étaient plus impressionnants. Vous avez fait quoi comme j'ai fait l'acting international pendant 3 mois et puis j'ai fait plus d'1 an au laboratoire de l'acteur d'Hélène Zidi. Et là, évidemment, ça avait un coût qui était logique. On était dans une capitale et puis c'était la mode des écoles de théâtre et de cinéma de là où les premières grosses stars du cinéma sortaient. Donc, évidemment, il y avait une grosse demande. Mais pour un petit Belge qui débarque, il faut trouver un appartement. Moi, j'avais un 9 mètres carrés à 700-800 euros. Et puis les cours qu'il fallait payer quelques centaines d'euros par mois. Et puis une vie globale à Paris. Donc, j'ai dû très vite trouver un travail. Et c'est là que ça a été déstabilisant parce que à 18 ans, tomber dans le monde du travail, là où la plupart de ton entourage commence les écoles supérieures, c'est une sacrée belle claque. Je pense qu'avec le recul à 33 ans, c'est peut-être le plus beau cadeau que je me sois offert et il a aussi défini l'individu très débrouillard que je suis devenu. Mais ça n'empêche que sur le moment même, c'était intense et je travaillais tellement que je ne pouvais plus aller à l'école. Et donc après 2 ans, je me suis dit, mais je ne suis quand même pas venu ici pour vendre des crêpes à la Tour Eiffel, puisque c'était le métier sur lequel j'étais tombé. Mais pourtant, ça va vous inspirer. Oui. Bah oui, ça va vous inspirer non pas seulement la scène, mais aujourd'hui, je sais que vous faites des gaufres. Mais oui, je pense que ça a vraiment... et c'est pour ça aussi que sans jouer au grand conférencier, je considère qu'il n'y a pas d'erreur dans un parcours. Non. Parce que ça a vraiment défini l'individu que je suis devenu. Ça a défini le comédien que je suis devenu parce que j'ai su ce que je ne voulais pas faire ou ne pas devenir en côtoyant des adultes qui étaient dans ces écoles-là, alors que moi j'étais déjà beaucoup plus jeune, à 18 ans, il y avait des gens plus âgés qui parfois avaient même 40 ans. Et ça a défini un peu le comédien que je voulais devenir. Et puis l'individu, parce que j'ai découvert le monde du travail, j'ai découvert le monde de la restauration. Ça s'appelle l'Horeca en Belgique, c'est le secteur hôtel, café, restaurant. Et ça a défini aussi un peu l'entrepreneur que je suis devenu, puisqu'aujourd'hui j'ai ouvert une chaîne de gaufres et puis un restaurant. Pour concurrencer quand même la Belgique, c'est fou. Ce projet, il est très ambitieux, il faut le dire. Il est drôle, il est à l'image de mon parcours, il est atypique et j'ai ouvert avec un ami une petite chaîne de gaufres, la gaufre de Namur, puisqu'il y avait déjà la gaufre de Liège, la gaufre de Bruxelles et donc je voulais absolument... Mais moi, ce qui m'excite le plus, indépendamment de pérenniser un projet, puisque très vite j'ai levé le pied dans ce projet pour laisser mon associé prendre le lead, c'est la création du projet. C'est-à-dire que quand il n'existe pas, le mettre sur pied et puis le laisser lancer. Vivre. Ouais, c'est vraiment la partie artistique, une fois de plus, qui a pris le relais. On va venir, bien sûr, ce côté entrepreneur, on va en parler, mais d'abord, vous décidez de retourner en Belgique pour suivre des études de communication à Bruxelles et comme je vous comprends, ça ne vous plaît pas du tout. Oui, en fait, je pense avoir eu ma dose artistique, puisque de mes 7 ans à mes 20 ans, du coup, je m'étais baladé dans l'univers artistique, que j'en ai eu ma dose, parce que ça reste un milieu particulier, un milieu soit élitiste, soit
très populaire, mais dans les deux cas, un milieu d'ego. Et je pense que j'avais besoin de me construire sans que l'art ne prenne tout la place. Et donc, je me suis inscrit en communication, surtout parce que ma mère m'avait dit, tu dois avoir un diplôme, quelle que soit la chose que tu fais de ta vie. Et donc, je lui ai dit, je vais lui ramener un diplôme. Je vais trouver l'école la plus facile à faire en matière de communication. Je suis arrivé à l'ISFFC, qui est une très, très chouette école d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on t'apprend tout. Et du coup, pas grand-chose. Et... en fait, c'est très théorique, la communication. Donc, du coup, l'application dans l'imaginaire de quelqu'un de créatif est quand même très, très difficile à matérialiser, si je peux dire ça comme ça, pour être passé, pour le coup, par la même étape que vous. Et ça va très vite vous inspirer, finalement, parce que rien n'est laissé de côté chez vous. Vous faites des vidéos humoristiques que vous publiez sur Facebook, YouTube, sous le nom de... Guillaume vous détend. Guillaume vous détend pour amuser les copains, pour les détendre pour le coup. Et donc à 23 ans, vous allez jouer un rôle, entre guillemets, d'étudiant un peu paresseux, égoïste, désinvolte, en tout cas en conflit permanent avec ses parents et avec le système éducatif. On va écouter un petit medley. Oui. Quand est-ce qu'on doit le rendre, ce travail à la con? C'est quoi la date limite? C'est quand qu'on doit le rendre? Hier. On doit rendre le travail hier? Oh putain. Et par rapport aux autres groupes, on en est où? On est encore dans la course ou on a vraiment loupé le départ? Ouais, non, ne me répondez même pas, je pense avoir compris. J'ai l'impression que le plus intelligent de notre groupe, il est quand même dans le top 10 des plus cons de l'école. J'ai quand même un petit stress, moi, pour le moment. Est-ce que je suis le seul paumé qui sait pas quoi faire de sa vie? Ou bien il existe toute une tribu d'êtres humains complètement perdus? À l'école, j'avais été voir ma conseillère d'orientation. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a complètement désorienté. Parce qu'il y a un âge où on te dit plus tu feras quoi plus tard, mais on te dit tu fais quoi maintenant. Et moi j'ai cet âge-là. Ouais. Sauf que je fais rien. D'ailleurs maintenant quand je croise quelqu'un qui fait rien, je suis trop heureux. Tu sais qu'il y a des gens, ils ont mon âge et ils font des trucs de fou, hein. Écoute, moi je bosse sur la thèse d'un prototype de digitalisation qui permet de générer toute une base de données cellulaires internalisée dans un microcosme numérique. Et toi tu fais quoi? Moi je fais une thèse sur la mort, parce que j'ai envie que tu meurs. Voilà, un extrait. Oui, ça date, c'est trop drôle. Et oui, c'est les débuts. Oui, en fait, comme vous l'avez dit, je me suis retrouvé sur les bancs d'école, mais avec un énorme décalage, puisque je revenais de Paris et du monde du travail, et je me retrouvais dans une classe où ils étaient tous en sortie d'école normale, et puis ils entamaient des études, donc pour eux, les bancs d'école et l'autorité étaient normales. Pour moi, c'était une renouvelle claque, et donc c'était pas possible. Et comme on parle de l'ennui, je me suis très vite ennuyé, bien que je me sois fait des copains super avec qui je suis encore en contact, mais je me suis très vite ennuyé sur les bancs de l'école. J'ai créé ce personnage avec une page Facebook sans réaliser que je la laissais publique et alors que moi j'avais juste envoyé le lien à mes potes, et très vite ces vidéos qui traitaient de la scolarité sont devenues un peu la bible de tous les étudiants qui étaient en train d'étudier, en examen, en blocus, etc. Et très vite mon personnage est devenu leur partenaire bonne humeur au milieu de ce travail de groupe ou ces examens, et c'est comme ça que mon personnage est né. Ouais. C'est ça, votre personnage né, c'est un ton en forme, un peu surexcité, qui n'a absolument pas sa langue dans sa poche, et je dirais même sans filtre sur le fond et la forme. Oui, en fait c'est ça, c'est que j'avais enfin trouvé une manière de m'exprimer sans filtre, c'est-à-dire ce qu'est devenu aujourd'hui la création de contenu humoristique, et j'étais tout seul dans ma chambre, il n'y avait pas d'autorité au-dessus de moi, j'étais responsable de ma petite page Facebook et du contenu que j'allais diffuser, et je me suis éclaté parce que une fois de plus ça a façonné l'individu que je suis devenu, ça a accompagné des élèves, des parents, il y a aussi des profs qui me montraient mes vidéos en classe, donc j'avais l'impression aussi de jouer un rôle dans le lien et la relation entre les parents, les profs et les élèves. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi de chouette à essayer de les rabibocher sans les diviser encore plus. Et donc pour le coup, la communication prenait tout son sens. Et soudainement, j'avais trouvé dans mes cours de communication un cours qui me plaisait, c'était le mien. Alors ces vidéos, on l'a compris, elles vont très vite vous dépasser. Au-delà d'amuser les camarades, il y a un engouement. Vous devenez rapidement un personnage incontournable des réseaux sociaux. Vous enchaînez les vidéos, parfois plusieurs par semaine. Vous abordez tous les sujets de société avec un gimmick à chaque fois qui est oui et non. Oui. On va écouter un medley. Est-ce que toi tu pues? Est-ce que tu pues? Oui et non. Disons que si je te parle de tout ça, c'est que c'est pas anodin. J'ai déjà fait l'amour. Oui et non. Disons que c'est un peu comme mon niveau d'anglais. J'ai les notions de base. Hello, how are you? And you? Mais Koh-Lanta, je suis trop faible pour ça. Y a plus de jeunesse, oui et non. S'il y a plus de jeunesse, c'est que les adultes ont merdé quelque part, hein. En commençant peut-être par inventer des émissions aussi débiles, hein. Si on aime bien les Français? Bien sûr que oui, on aime bien les Français. Enfin, on les aime bien, oui et non. On les supporte, et inversement. Disons qu'on adore se charrier, et qu'on aime souvent leur rappeler que Brel, Stromae, Damso, Vizorek ou Hallyday proviennent de notre côté.
Et pourtant, les Français, c'est une grande et majeure partie de votre public. Exactement. Oui, avant tout pour ce oui et non, c'est un jour j'ai fait cette phrase-là et puis j'ai rediffusé une autre vidéo et je me suis fait gronder par ma communauté de ne pas avoir dit oui et non. Donc je suis devenu leur prototype. Je devais faire ce qu'ils me demandent et donc le oui et non est apparu dans toutes mes vidéos. J'en ai même créé une marque de merchandising pendant la pandémie parce que je m'ennuyais comme d'habitude. L'ennui va dicter toute cette interview, me concernant par rapport à mon histoire, pas par rapport à votre émission. Et c'est vrai que ça. Et puis ce oui et non est devenu vraiment un gimmick qui se retrouve au quotidien dans ma vie. Et je l'aime beaucoup ce oui et non parce que ça permet à mon personnage de toujours donner son avis sans soudainement diviser quelqu'un. C'est ça, c'est quelqu'un qui reste très modéré. Ouais. Donc pour le coup, en fait, il pas... paraît très virulent quand il parle et puis quand on écoute, on réalise qu'il est un peu d'accord avec tout le monde et il veut juste que les gens s'entendent et s'il peut aider en disant n'importe quoi, il va le faire. Et c'est ce oui et non, je trouve qu'il est devenu bien plus qu'un gimmick, il représente vraiment ce que mon personnage a envie de raconter. Et par rapport aux Français, ils ont débarqué du jour au lendemain, ils ont dépassé les Belges sur tous mes réseaux. Et c'est là que je me suis dit, mais est-ce que mon personnage ne va pas pouvoir passer la frontière ? Et c'est le cas, puisqu'aujourd'hui vous êtes en spectacle, on en parle dans un instant, mais vous allez d'abord présenter un premier one-man show en tournée en Belgique et vous rejoignez la RTBF pour développer plusieurs projets. D'abord, Guillaume vous détend est un vrai touriste, des capsules qui mélangeaient humour et tourisme. C'est un peu à la manière, je dirais peut-être de Paul Taylor avec un programme qui s'appelait What the Fuck Friends, diffusé sur Canal+. En fait, c'est ça, je pense qu'il y a eu cette envie, et évidemment du coup il y a plein d'inspirations qui peuvent en découler, mais il y a eu cette envie de personnifier mon personnage qui justement était réduit à son visage depuis le début, puisqu'on ne le voyait qu'en face caméra. Et le fait de pouvoir sortir de chez lui, aller à la découverte du vrai monde, je trouvais que c'était une suite logique. Et donc quand on a créé Guillaume est un vrai touriste, c'était l'idée de se dire est-ce qu'il se baladerait pas un peu partout en Belgique et en Europe ? Et il y a eu d'autres projets qui vous ont été aussi proposés par la RTBF. Oui, j'ai vraiment eu la chance la RTBF, pour rappeler, c'est vraiment la chaîne publique en Belgique, hein, et j'ai eu la chance de pouvoir créer plein de choses avec eux, que ce soit mon émission Comme à la maison, où là j'invite plein d'autres humoristes belges qui sont émergents dans ma colocation et ils font des petits sketchs avec des contraintes à ajouter. Et puis on a enchaîné plein d'émissions avec la chaîne et c'est vraiment devenu un chouette partenaire parce que ça a permis à mon personnage d'aller aussi toucher un public qui m'avait pas découvert via les réseaux sociaux. Qui vous découvrait à la télévision. Alors après votre second spectacle Guillaume vous détend le grand, vous êtes repéré par un habitué des scènes belges, Jérémy Ferrari, qui vous invite à rejoindre sa société de production et qui va vous lancer en France. Et c'est la deuxième fois que vous êtes aidé par un humoriste, je crois savoir, le premier était belge. Est-ce que vous êtes reconnaissant de ça ? Mais je pense que je pense que c'est des symboliques qui marquent une vie. Moi, j'ai tourné avec mon spectacle pendant 3 ans en Belgique. On m'annonce que je fais La Cigale à Paris. C'est déjà quelque chose qui est considéré comme un bonus quand on sait d'où je viens puisqu'on en a parlé ensemble. Et qu'on me prévient que Jérémy Ferrari est peut-être dans la salle selon son emploi du temps et son état de fatigue. Je me dis ok. Et puis le lendemain, quand il m'envoie un vocal pour me dire qu'il a adoré mon travail, qu'il a rarement vu un spectacle si jeune mais si abouti et qu'il aimerait continuer à le peaufiner et à m'accompagner, ça déstabilise et à la fois ça renforce le fait qu'il faut rien lâcher puisque ça faisait bientôt 10 ans que j'avais commencé les vidéos dans ma chambre et que donc c'était la preuve que je passais un nouveau cap dans ce travail et oui évidemment on est reconnaissant quand un artiste aussi complet qui a lui-même une carrière en cours. C'est même pas comme si c'était terminé, qu'il voulait passer la main. C'est quelqu'un qui veut t'aider au moment où il n'est pas censé prendre de l'énergie pour le faire. Et donc c'est ça qui est impressionnant. Ça veut dire qu'il met aussi pas en danger sa carrière, mais qu'il met le temps de quelques heures par semaine, son actualité sur pause pour s'occuper de toi. Et donc il faut pas tomber dans une relation bizarre de je lui dois quelque chose et c'est mon producteur ad vitam aeternam. En tout cas, c'est sain de se dire waouh. Un être humain comme lui prend le temps pour toi et aujourd'hui quand je vois la relation que j'ai créée avec lui et le spectacle, ce qu'il en est devenu, oui évidemment je suis le plus heureux quoi. Guillaume, aujourd'hui vous êtes sur scène avec votre spectacle Guillaume vous détend qu'on retrouve le 6 et 7 mars au Trianon, en tournée dans toute la France, en Suisse et au Canada. Vous explorez dans ce spectacle le passage parfois complexe, on le sait, de l'enfance à l'âge adulte. La mise en scène donne vie à plein de situations très différentes où on peut forcément toujours
toujours s'identifier. Un emménagement, un premier mariage, les grandes décisions de la vie. Est-ce que à 33 ans maintenant, vous le disiez tout à l'heure, vous vous décrivez comme un grand enfant et avec un syndrome de Peter Pan? Et si oui, à quoi c'est dû, si ce n'est l'enfance roi dans les jupes de votre maman que vous aimez très fort? Oui, je peux apporter des petits éléments. Bon, d'abord, ce spectacle est drôle, parce que là, je me contiens, j'essaye d'être sérieux, parce que je réalise que vous abordez vous avez vraiment creusé, donc c'est hyper chouette pour moi. Donc, mais ce spectacle est très drôle. Très très drôle, je l'espère. Non, je rigole, j'en suis persuadé. Et j'ai des très chouettes retours publics. Et donc ça, c'est une chose qui est importante. Et la deuxième, c'est que oui, ce passage est particulier pour moi, parce que je pense que je l'ai redouté en étant plus jeune. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'étais dedans, comme beaucoup de jeunes adultes se disent merde. Et ils le voient, on a un processus interne qui est différent, nos inquiétudes sont pas les mêmes, elles sont liées à un quotidien qui nous entoure et à une urgence, à une obligation de résultat et aussi de devoir préciser ce qu'on est devenu. Et ça, c'est quelque chose qui est très drôle, c'est qu'est-ce que tu deviens quand on recroise quelqu'un de l'enfance. Et donc on est censé lui répondre, mais moi j'ai mis ça en place et je dois faire ça. Et donc tout ça fait que j'ai eu envie de faire ce pot pourri de spectacle où on réalise qu'on passe ce cap. On est au milieu de mon appartement dans lequel je vais quitter, de ma colocation. Je vais découvrir la première fois le fait de vivre seul. On est au milieu de mes cartons. Il y a plus d'100 de cartons sur scène. Oui, et partout. Partout. Et on arrive au milieu de ça et on se dit où est-ce qu'il va nous emmener. Puis je les accompagne, comme vous l'avez dit, dans ce fameux passage. Et on découvre très vite que je suis resté un peu coincé à la Peter Pan dans cette transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et je pense qu'il est lié au fait que j'ai pas su savourer pleinement mon enfance, dans le sens où j'ai très vite regardé les autres vivre, parce que je les analysais, parce que je me sentais différent, dans une bulle un peu à part. J'étais entouré de grands, j'étais le petit dernier. J'adorais être entouré d'adultes. J'ai très vite du coup baigné dans des discussions d'adultes. Quand j'avais 18 ans, j'étais pas en soirée, j'étais en train de vendre des crêpes à Paris. Je me suis retrouvé dans des cours de théâtre avec des grands, avec des discussions de grands. Et j'ai l'impression que personne ne m'a volé mon enfance. Et Dieu sait que des enfants, on leur a vraiment volé leur enfance pour mille et une raisons bien plus violentes et parfois bien plus glauques que la mienne. Mais j'ai toujours senti que j'étais dans un décalage. Et aujourd'hui encore, je suis bloqué dans une certaine nostalgie d'enfance que j'ai vécue un peu à moitié. Et ce spectacle me permet thérapeutiquement de me marrer de ce passage où je suis censé être un adulte alors que franchement, on est face à un gosse un peu perdu. Et c'est un bonheur d'embarquer avec moi tous les enfants perdus de la salle parce que je réalise qu'en fait, on l'est tous un peu. Bande annonce. J'ai gagné la fève une fois en 99. Dans la famille, la tradition veut que le roi ou la reine ne doit plus débarrasser le lave-vaisselle durant l'année de son règne. 20 ans que j'entends ma sœur me dire « Commence par vider le bas. Si tu commences par le haut, tu vas mouiller tout le bas. » Vous avez vu le nombre de caisses que j'accumule comme ça pour un premier déménagement, c'est vrai, hein? Et encore, moi je suis jeune. Vous par exemple, madame, qui avez l'air d'un âge un petit peu plus avancé, vous devez en avoir des caisses et des caisses et des caisses. Profitez-en parce que la prochaine caisse que vous ferez, c'est vos proches qui la porteront, comment dire. Et on se calme et on ferme les yeux. Détendez. Allez, restez avec nous, on continue cette émission avec Guillaume pour son spectacle Guillaume vous détend le 6 et 7 mars au Trianon, en tournée dans toute la France, en Suisse et au Canada. Dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent pour la chronique théâtre, le billet du jour d'Anouchka Monceau, le portrait de notre invité évidemment. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 6 otages seront libérés samedi par le Hamas, annonce faite par l'exécutif israélien cet après-midi. 4 captifs décédés seront également transférés à Israël jeudi. Leur identité ne sera confirmée qu'après identification des corps. En attendant, le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou appelle à ne pas diffuser de rumeurs sur l'identité des otages décédés qui seront remis jeudi à Israël. Beyrouth se dit en
en contact avec Washington et Paris pour obtenir un retrait total des forces israéliennes du sud du Liban. L'État hébreu maintient ses troupes dans 5 points stratégiques malgré l'expiration du délai pour son retrait prévu par l'accord de trêve avec le Hezbollah. L'Iran menace l'État hébreu d'une nouvelle attaque. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a mis en garde les ennemis de la République islamique qui chercheraient, selon lui, à manipuler l'opinion publique en Iran afin de diviser la population. Selon un haut général du corps des gardiens de la révolution, Téhéran lancera une 3e vague de frappes contre Israël au moment opportun. Washington et Moscou ont renoué le dialogue lors d'une rencontre en Arabie Saoudite ce matin. Les délégations conduites par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov se sont rencontrés au palais de Daria à Riyad. Au cœur des discussions, l'amélioration des relations russo-américaines et la négociation d'une fin de guerre en Ukraine. Politique en France, enfin, le groupe Les Républicains à l'Assemblée a décidé de voter contre la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Les élus de gauche voteront également contre le candidat du chef de l'État pour la présidence de l'institution. Richard Ferrand sera auditionné demain au Palais Bourbon et au Palais du Luxembourg avant le vote des parlementaires. Et merci beaucoup pour ce rappel des titres. Et Tanit Belaïch, on vous retrouve à 16h. Tout de suite, une courte pause et c'est la suite de notre émission avec le youtubeur et humoriste Guillaume sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J avec notre invité aujourd'hui Guillaume pour son spectacle Guillaume vous détend le 6 et 7 mars au Trianon et en tournée dans toute la France, en Suisse et au Canada. Un spectacle où vous nous confrontez à nos propres rêves finalement un petit peu. Guillaume, avec douceur et vérité, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués, des sujets familiaux, la galette des rois en famille, le feng shui, vous évoquez l'enfance, le passage à l'âge adulte, les influenceurs, le cambriolage, l'urne de Nicolas. Voilà, beaucoup de sujets, mais aussi un sujet que j'ai trouvé très intéressant, l'ASMR. Ah oui, je l'aborde dans ce spectacle. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que c'est pas très connu. D'ailleurs, plein de gens vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce mot qui ne me dit rien du tout. C'est un mot en anglais, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Ouais. Réponse autonome, sensorielle et culminante. Oui, c'est une discipline qui consiste à nous détendre grâce à l'ouïe et qui provoque chez nous une sensation globale d'engourdissement, et beaucoup de gens ne peuvent plus s'endormir sans cette discipline qu'est l'ASMR. C'est des petits sons qu'on tapote ou qu'on fait résonner sur le micro et qui en fait provoquent, même la science n'arrive pas encore vraiment à expliquer à quel point pourquoi ça fonctionne si bien, mais beaucoup en sont accros et comme beaucoup aussi détestent ça parce que c'est des bruits qui peuvent même nous irriter, j'ai décidé d'en faire un petit sketch et c'est très très drôle parce que la moitié de la salle connaît et en rigole avec moi, l'autre la découvre et donc souffre ou a du plaisir, mais dans les deux cas c'est un moment qui est devenu très culte dans le spectacle. Très culte, et il faut dire que vous nous plongez dans le noir avec vous. Oui, en fait mon spectacle a un fil conducteur et puis à l'image de mon pays, le reste est en chantier et on se balade et donc il y a quelques belles digressions dont l'ASMR, et puis c'est ça aussi, je trouve que quand on fait appel à notre imaginaire pour un spectacle, on part un peu dans tous les sens, on devient un enfant, et donc pour que le public fasse bien l'exercice, je les plonge dans le noir. Vous nous plongez dans le noir avec vous. Alors dans ce spectacle, vous avez aussi un peu grandi, vous avez mûri, vous avez envie aussi de partager votre vision de la société, et vous êtes très marqué, ou en tout cas vous démarrez avec cela, mais
de façon très amusante et absolument pas désagréable parce qu'on en a assez mangé, c'est le Covid, la crise du Covid, qui vous a grandement inspiré. Et il y a une phrase assez marquante, je ne sais pas si je peux la dire ou pas, mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous dites, je me souviens en Belgique, 15 millions de masques, pas un seul conforme, 9 ministres de la Santé, pas un seul conforme. Ah oui, ben ça c'est clair, net et précis. C'est l'image de je dis dans le spectacle, en Belgique, on a géré la pandémie comme Hidalgo gère la ville de Paris, on n'a rien géré du tout. Mais je plaisante sur Hidalgo parce que je sais que c'est une running gag à Paris, mais je ne connais évidemment pas tout son parcours. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Si, vous connaissez le parcours, hein, si vous faites plusieurs trajets différents en voulant aller au même endroit, vous avez le problème, c'est qu'entre la Belgique et Paris, je ne vois pas de différence niveau circulation. Donc je me dis qu'on est très liés par les embouteillages et par la gestion globale. Ouais, et pas que, par vous aussi, Guillaume, parce que votre spectacle rallie les Français, mais pas que, avec les Belges. Vous nous confrontez, je le disais, à nos propres rêves avec cette douceur, cette vérité en même temps, et c'est l'occasion de vous demander si pour le coup aujourd'hui vous avez réalisé tous les vôtres. Mais c'est une vraie et belle question. Je pense que je dis souvent que j'ai l'impression d'être en bonus dans mon parcours artistique, dans le sens où quand on crée comme ça une chaîne pour faire marrer ses potes et puis qu'en fait elle devient suivie par des millions de personnes ou des milliers de personnes dans la francophonie mondiale, on réalise qu'on est déjà dépassé par l'événement et que donc moi, être en tournée française pendant plus de 2 ans, en passant par la Suisse, le Québec, j'ai l'impression déjà d'être dans la phase de ce n'était pas prévu mais on en profite quoi. Et donc oui, j'ai réalisé une grosse partie de mes rêves et ouvrir ce fameux comedy club dans ma ville natale et ce festival d'humour dans ma ville natale aussi à Namur, ça faisait partie de mes plus beaux et de mes plus grands rêves, mais chercher d'autres rêves et les réaliser, c'est aussi très joli. Et donc je fais partie de ceux qui doivent pérenniser leurs rêves et en trouver des nouveaux et puis réaliser ceux des autres aussi. Et donc je suis dans une nouvelle phase de ma vie qui est très chouette aussi. C'est ça, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie puisque depuis quelques mois vous accompagnez aussi d'autres artistes dans le développement de leur carrière. Précisez aux gens que j'ai 33 ans et pas 67 parce que c'est vrai, quand on voit le parcours on a l'impression que... C'est ce que j'allais vous dire, vous êtes tous sauf un enfant, Guillaume. Mais en gros, oui. En gros, c'est vrai que je commence à avoir une vie d'adulte avec tous ces projets. Ce qui me rassure, c'est que tous ces projets sont dictés par cette insouciance et cette âme d'enfant. Parce qu'ouvrir un festival pendant une pandémie, si c'est pas l'enfant qui te le dicte, c'est pas l'adulte. Parce que c'est impossible de vouloir créer un festival au moment où tous les événements sont annulés. Ouvrir un restaurant alors que c'est la plus grosse crise que la restauration n'ait jamais connue, si c'est pas ton âme d'enfant qui te le dicte, c'est sûrement pas celle de l'adulte. Et donc, je me rassure en me disant que tous ces projets un peu zinzin sont dictés par quelqu'un qui, en moi, est d'office insouciant et complètement fou. Mais je dois accepter que oui, je suis devenu un adulte. J'ai même un comptable. Ça, c'est la preuve que vous avez vraiment grandi. En effet, vous avez, je le rappelle, une agence namuroise No Picture Please. Oui. Il y a 2 ans, vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec ce bar à gaufres qui s'appelle Ta Mère la Gaufre. Ce restaurant dont vous nous parlez, restaurant Comedy Club à Namur, s'appelle Chez Guillaume. Vous produisez des artistes également. Vous produisez ce festival d'humour qui s'appelle Namur is Joke. Oui. Et d'ailleurs, la prochaine session, c'est là. Exactement, c'est dans un mois. Ça commence dans 1 mois et 5-6 jours. Qu'est-ce qui nous attend, juste un petit avant? C'est 5 jours de festivités dans toute la ville de Namur. Il y a plus de 60 spectacles dans 13 lieux culturels différents. Il y a des énormes têtes d'affiches comme Paul Mirabel, Walidia, Fanny Ruet, Alex Vizorek et j'en passe, Nawel Madani. Et puis il y a aussi 60% de la programmation qui fait partie, qui met en avant l'émergence. Et donc ça c'est génial, c'est tous les visages de demain qui sont programmés un peu partout dans la ville. Il y a des galas télé, il y a un énorme aspect pédagogique avec des ateliers d'écriture. On va même faire une après-midi stand-up en prison pour prouver que l'humour n'a pas de frontières et qu'elle va jusque-là. On va même dans les maisons de repos pour les personnes plus âgées. J'ai vraiment envie que ce festival ne se résume pas à des stars viennent dans mon village. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qui marque l'histoire de notre ville, qui permette de mettre la ville sur la carte de l'humour et de la culture. Et c'est pour ça que le programme est énormissime et que rien qu'en vous parlant, je réalise que je suis stressé. C'est le côté chauvin qui ressort. Oui, Là, je peux vous en parler très longtemps. Pourquoi ? Parce que je trouve que la Wallonie, qui est la partie francophone de la Belgique, a toujours été très timide et n'a jamais osé dire « mais regardez tout ce qu'on a chez nous ». Et je trouve que, au vu en plus des nombreux touristes qui débarquent en Wallonie, la Wallonie devrait pouvoir se dire et se regarder dans les glaces et dire « je suis belle ». Et je m'aime. Ça donne vraiment envie de venir chez vous. Guillaume, pour clôturer ce bout d'interview, finalement, quand on regarde votre spectacle et tout ce que vous venez de nous dire, vous êtes le roi de votre vie.
Oui, une fois de plus, comme je sais que ça peut être très mal perçu, le roi. Non, dans le et bon il sens, faut voir le n'inquiétez pas, c'est spectacle que de la pour bienveillance. comprendre. Voilà, c'est ça le côté. Mais c'est vrai que je suis le roi de ma vie et c'est un peu la conclusion aussi d'une partie de la conclusion de mon spectacle, c'est qu'on doit pouvoir se mettre une couronne sur la tête, quelle qu'elle soit, tant qu'elle représente ce qu'on veut être et assumer qu'on est le roi ou la reine ou les deux de sa vie. Et donc c'est important, ouais. Allez, on vous prend par la main et on vous emmène au théâtre. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, il fallait que je trouve une chronique, je plaisantais tout à l'heure, mais j'ai pris une comédie parce que je dois prendre une comédie. Et en plus, je viens de me rendre compte que c'est une comédie dont le sujet est un mur, donc à Namur. Donc voilà, Ah ben, tout est lié. tout est lié, absolument. Et je dois dire aussi que j'ai beaucoup ri quand j'ai regardé vos vidéos, parce que j'ai quand même regardé qui j'avais en face de moi. Et vraiment, j'ai beaucoup ri parce que voilà, donc Bah, je c'est dois très dire, parce gentil qu'on de rit votre pas part. de toutes les vidéos Ah bah YouTube et j'ai trouvé que c'était frais, drôle et très vrai aussi, et que ça touche les jeunes et les moins jeunes et voilà. Bah, c'est donc ça très c'était gentil. pour le petit compliment. Alors, on va parler Attendez, de cette comédie romantique. je savoure. Hein. Laissez-moi Savourer, encore un peu savourer, savourer. voilà. Alors, moi, je voudrais vous parler d'une comédie qui s'appelle donc Au sujet d'un mur, et qui se passe au théâtre de la Michaudière et qui parle justement d'un mur qui sépare deux personnes et qui les aide à mieux communiquer. Là, on est aussi dans l'absurde. Et cette comédie, elle s'appelle Mur, Mur, Mur sans E et Mur avec un E. Vous comprendrez le jeu de mots car ces deux quadragénaires qui sont voués à la solitude vont enfin apprendre à parler, à communiquer à travers un mur. Alors, c'est pour le moins paradoxal. Est-ce que c'est vraiment une comédie romantique ? Oui, Cyrielle, c'est une comédie romantique parce que ça se termine bien et que il y a de l'amour à la fin, évidemment. Et c'est effectivement, ça raconte de manière burlesque, caustique, comment deux êtres, en ne se voyant pas, parviennent à s'écouter, à se ressentir et à devenir amoureux. Alors, vous allez me dire comment faire ça sur scène, un mur au théâtre. C'est en plan de coupe, deux appartements. Le premier représente effectivement l'appartement d'une jolie pianiste qui s'appelle Machine, qui vient tout juste de s'installer. Elle fuit une vie de couple avec un musicien qui est un mentor un petit peu autoritaire, jaloux, qui la prépare au concours de musique. Et dans le second, il y a Machin, qui est un quadragénaire râleur, barbu, misanthrope, qui vit reclus dans une pièce, qui ne descend même pas chercher à manger. C'est un copain qui lui monte au 5e étage dans ce nid d'aigle de la nourriture. Et donc, il ne veut voir personne. Et alors, quand Machin entend que la jolie pianiste Machine s'installe de l'autre côté, il devient fou. Le voilà qui fait hurler une sirène, vrombir une chignole, trouer le mur, débuter un concert de casserole, parce que c'est un véritable enfer sonore. Il ne supporte aucun voisin et la jeune pianiste est tétanisée de peur. L'appartement, on la comprend, doit être hanté et on a l'impression que tout d'un coup, on bascule d'une comédie romantique à un film d'horreur. Le calme revient soudain quand la jeune pianiste se met à jouer un concerto de Chopin. Machin écoute, commente, discute, décide que finalement, cette voisine-là n'est peut-être pas comme tous ceux qui l'a fait fuir en raison de sa folie. Et alors, l'histoire d'amour débute sur le concerto de Chopin, Hélène. Oui, le Chopin est un produit d'appel, si on pourrait dire, Cyrielle, et Machin commence donc sur Chopin à lui parler. Machine écoute, répond, etc. Et finalement, ces deux solitaires derrière le mur, chacun s'écoutant, se parlant, vont finir par ne plus se passer l'un de l'autre, traquant à travers chaque parole, chaque soupir, finalement, le petit désir qui fait qu'ils vont se voir enfin. Vous allez me dire qui joue Machin et Machine. Oui. C'est deux super acteurs. Il y a Clovis Cornillac qui joue le rôle du bougon aigri qui déteste notre société de l'hypercommunication où chacun, à force de narcissisme généralisé, s'affiche. Il râle et plus il râle, Clovis Cornillac, plus il est génial et plus on l'adore. Il y a Laurence Arnay qui excelle dans le rôle de Machine, une grande gigue d'1m80, artiste malheureuse et prête à tout pour s'éblouir d'un nouvel amour. C'est une pièce écrite par une femme qui s'appelle Lilou Fogli. Alors, entre parenthèses, c'est la femme de Clovis Cornillac qui a écrit cette pièce et qui est adaptée d'un film qui s'appelait Un peu beaucoup aveuglément, dont le scénario a été coécrit par Lilou Fogli et réalisé par Clovis Cornillac, donc en 2015. Arnaud Maillard joue le copain nourricier, Boris Terral le mentor terroriste. Et donc, il y a des formidables acteurs qui sont mis en scène efficacement par Jérémy Lippmann dans des très beaux décors
de Jacques Gabel. Il faut donc venir applaudir cette croustillante comédie qui pulvérise tous les clichés de l'hypercommunication et de la bienveillance hypocrite et saluer, surtout puisqu'on est au théâtre, le talent des comédiens qui jouent et communiquent face à un mur, ce qui, au théâtre, vous l'avouerez Guillaume, est une gageure. Ah oui, ça c'est clair. Merci beaucoup, ça donne très envie. Ah oui, ça donne très Moi, très ça m'a- envie. voilà. J'ai toutes les images en tête, donc j'ai envie maintenant d'aller vérifier ce que j'ai pu imaginer. Et puis si tous les murs du monde avaient été construits pour que les gens se rapprochent, on en serait bien plus loin. Et oui, mur au théâtre de la Michaudière, c'est jusqu'au 11 mai. Courez-y. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Avec plaisir. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Anouchka Manso. Le billet du jour. Bonjour Anouchka. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen, bonjour Guillaume Watkamp si je le prononce bien. What a camp. Moi je suis pas compliqué. Appelez-moi comme vous voulez. Guillaume, à chaque interview française, on vous fait remarquer que vous êtes belge, au cas où vous l'auriez oublié. Nous, on ne fait pas ce genre de choses à Radio J. On vous dira juste que vous êtes goy. Je suis très contente d'être devant vous, Guillaume. Bon, je dis ça à chaque invité, mais vous, je suis vraiment contente. Je suis fan de vos toutes premières vidéos il y a déjà 10 ans. J'ai en quelque sorte grandi avec vous puisqu'on a quasiment le même âge. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus connu. Et ça, vous le devez apparemment à l'ennui. Ouais, parce qu'apparemment, vous vous ennuyez facilement. Alors, vous avez écrit et joué dans Messieurs Pipi, vous avez votre propre émission belge comme à la maison, vous avez même créé un festival d'humour Namur is a Joke. On vous retrouve aussi aux côtés de Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes. Mais ça, c'est pas par ennui, c'est par besoin d'argent. Entre deux tournées de spectacle, vous avez fondé votre agence de communication, comme on l'a dit, votre marque de vêtements Oui et Non, et vous avez même votre boutique de gaufres Ta Mère la Gaufre. Il vous manque plus qu'à ouvrir une boutique de surf à Biarritz qui fait barrage du détox, et on pourra vous offrir la carte officielle du bobo. Vous remarquez, vous avez déjà le bonnet et les lunettes. Un conseil, si c'est à vous appelle pour faire une chronique, gardez juste les lunettes. En tout cas, on n'a pas la même définition de s'ennuyer parce que moi, quand je m'ennuie, Guillaume, je me commande un Deliveroo, je me refais l'intégrale de Desperate Housewives et ensuite, j'achète des boules anti-stress parce que je suis angoissée de n'avoir rien fait avant de me rendre compte qu'elles ont été confectionnées par des enfants ouïghours. Moi aussi, Guillaume, je soutiens les petits commerçants. Bon, allez, parfois, il vous arrive de rien faire, tout de même, vous restez humain. Vous avez même dit « Je suis un sportif de canapé, un grand fan des Diables Rouges, mais je suis surtout un grand fan des athlètes belges, globalement, parce qu'on est un tout petit pays, et donc on a des petites structures, et donc voir la carte des mondes des athlètes belges qui sont numéro 1 dans leur discipline, c'est toujours une grande fierté pour moi, surtout s'ils battent un Français, ça c'est jackpot. » J'ai vraiment dit cette dernière phrase ? Vous avez vraiment dit vraiment une mais vous avez raison, Guillaume, de dire qu'il faut soutenir les athlètes belges. Ça vous laisse une chance de nous battre quelque part. Oh là là, je la sentais venir. La dernière fois que la Belgique a gagné un match officiel, on était tous les deux panés. Mais quelle angoisse. ne vous inquiétez pas, Guillaume, on reste fair play. On vous laisse le vélo, le hockey sur gazon et les gaufres. C'est déjà ça, franchement. C'est notre façon de nous dédouaner. Il y en a d'autres qui, pour vaincre l'ennui, parlent à des fausses célébrités. Après l'affaire du faux Brad Pitt, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une américaine qui s'est faite escroquer près de 36 000 € en pensant parler à Martin Anderson, qu'elle a pu voir dans Grey's Anatomy et Virgin River. Alors, je suis désolée, mais j'ai du mal à avoir de la peine pour elle. Elle doit avoir un sacré ego pour croire que Martin Anderson puisse vouloir lui parler. Moi, sur les applications de rencontres, les seuls mecs qui me parlent ont soit un début de calvitie, soit un problème avec leur mère. Autant aller à la synagogue. Et après des semaines de conversation, pouf, ils disparaissent. J'ai même pas eu besoin de leur donner de l'argent. Guillaume commence à cogiter sur sa chaise. Il doit être en train de préparer son 4e spectacle. C'était un plaisir et un honneur de faire ce billet devant vous, Guillaume. Je suis sûre que vous avez incité les jeunes qui nous écoutent à se dépasser et à réaliser leurs rêves. En tout cas, moi, vous m'avez beaucoup inspiré. C'est ma commande Deliveroo. Ça va refroidir, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anouchka Manso, à retrouver évidemment la semaine prochaine sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Après le rire, c'est l'émotion. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Je vais donc vous proposer quelques phrases pour recueillir un sentiment, une émotion, ce que vous voudrez, Guillaume. La première, surtout, n'envisagez pas la vie comme une routine. Ça, c'est issu de mon spectacle. C'est une phrase très importante et c'est une phrase que je me répète souvent parce qu'on est conditionné à la voir comme ça et à répéter les mêmes choses quotidiennement et sortir de ça, c'est le plus beau cadeau. La vie est une blague, prenez-la au sérieux. Oui.
je trouve qu'on ne prend pas assez en compte le fait que la vie est courte et qu'on a le droit de s'amuser et de faire ce qu'on veut. Et comme rire et faire rire les gens, c'est un travail très sérieux, on devrait prendre la blague qu'est la vie très très au sérieux. Il y a une phrase de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Est-ce que vous diriez que c'est vraiment à l'image de votre vie à vous ? C'est le process que j'essaye de respecter. J'ai pas envie de soudainement revendiquer que je sais comment on réalise ses rêves. En tout cas, je sais ce que ça représente de réaliser ses rêves et l'intensité avec laquelle on doit le faire. Mais une fois de plus, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et quand un rêve devient réalité, on se dit purée. Tous les enfoirés qui m'avaient dit « réalise tes rêves, c'est possible » avaient raison. Pour terminer, l'imagination est plus importante que le savoir. Oui, je pense que, en tout cas, parce que peut-être que pour certains l'imagination est dangereuse, en tout cas, laisser place à son imagination, c'est pour moi le plus important parce que des êtres sans imaginaire, je pense, c'est quand même des êtres qui sont dénués de texture. Est-ce qu'il y a, pour terminer, une philosophie de vie qui vous accompagne, une citation ? J'aime beaucoup une citation qui n'existe pas, mais je sais pas, peut-être qu'elle existe, mais en tout cas je la prononcerai sûrement mal, mais c'est faisons-le et on verra après. Et je trouve que toutes les fois où on fait quelque chose, qu'on l'ait raté ou qu'on le réussit, je trouve que ça nous a rempli de quelque chose en plus qu'on n'avait pas au départ. En tout cas, vous, ça a forgé votre vie, oui, de ce qu'on a compris dans cette émission. Allez, tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors moi j'avais écrit Guillaume au début et puis après j'ai compris que c'était Guillaume. Et alors je pensais à Go Home. Donc c'est pas. Et après je me suis dit c'est marrant parce que vous appelez Guillaume What the Camps. Alors j'ai pensé à ça. Guillaume quel camp ? Ah non, Guillaume à la maison. Oui, en gros c'est ça. On pourrait jouer là-dessus une heure. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça parce que vous campez un peu partout et puis finalement vous revenez à la maison. Parce que j'ai compris que vous étiez très attaché à votre maman et aussi très attaché à Namur. Donc c'est un peu la ville natale, donc c'est aussi la maman. Je me suis dit, bon ok, il traverse le monde, mais finalement il revient tout le temps à Namur, puisqu'il fait en sorte de revenir. Il y a le Comedy Club, et puis il y a ce festival auquel vous avez l'air très attaché, oui, qui est extrêmement pédagogique. Donc je trouve que vous avez en effet... Vous avez dit tout à l'heure, non, je n'ai pas 65 ans ou 67 ans, mais c'est vrai que parfois on a des gens de 67 ans à qui on dit, oh, on a l'impression que c'est un jeune homme, et puis vous, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un monsieur d'âge avancé, et puis on vous regarde et on a un très jeune homme devant nous. Vous savez que vous avez un petit côté Tintin comme ça à voir. Oui, c'est vrai. Je cache la houppette, mais... Et après tout, Tintin, pour les Belges... ça va, c'est de bonne augure. Donc franchement, je trouve ça très intéressant tout ce que vous avez dit. C'est vrai, ce côté assez enfantin et celui qui veut toujours amuser les autres. D'ailleurs, c'est marrant puisque vos spectacles s'appellent Guillaume vous détend et puis ça se décline à toutes sortes d'adjectifs et de verbes, mais en fait, ça reste quand même que vous êtes là pour détendre les autres, les amuser. C'est vrai que dans une famille, quand on veut attirer l'attention, c'est souvent le cas. Et d'ailleurs, vous avez dit le mot hyperactif dans les 3 premiers mots du début. Et c'est vrai que les enfants hyperactifs, on dit souvent qu'ils essayent d'attirer l'attention et qu'ils veulent bien montrer qu'ils sont vivants. Donc je ne sais pas s'il y avait des gens un petit peu dépressifs chez vous, on ne sait jamais, et que vous aviez très envie d'érider votre mère, votre père, j'en sais rien, et sœur, il y avait une famille nombreuse. Donc, oui. Et aussi, comme vous avez dit que vous ne sentiez pas et à la fois très entouré et pourtant solitaire. Donc c'est vrai que tout ça, ça correspond quand même à quelque chose. D'autant plus que moi, je me suis posé la question, mais pourquoi vous êtes parti à 18 ans en claquant la porte et en disant non, je veux pas de votre argent, je veux me débrouiller. Il y avait quelque chose, non ? Oui, il y a eu sûrement un moment ce besoin d'émancipation et puis de retour. Très vite. Ah oui, ça, le retour, oui, ça on a compris. On revient très vite, pipi culotte. Le retour, ça c'est sûr. Je suis sûr que ma maman savait que j'allais revenir. Ah oui, allez, amuse-toi bien, Guillaume. C'est vrai que non seulement vous revenez à Namur, mais en plus vous ouvrez
d'une gaufre qui s'appelle une gaufrerie, je sais pas comment on dit ça, mais qui s'appelle Ta mère la gaufre. Donc quand même, la mère, elle est très présente. C'est vrai. Oui, Donc quand même, il y en a des choses. Alors le Guillaume comme à la maison, et puis la mère, et puis la fratrie, et puis Namur. Et alors c'était trop mignon, là, ce côté attaché à votre ville d'origine. Vous avez dit aussi que vous étiez un peu chauvin. Bon, passionné, on a compris ça, c'est sûr qu'on était convaincus. Et un peu chauvin, j'ai entendu Wallonie, c'est toujours été trop timide, Ouais. qui a peur de s'affirmer, de dire que je me regarde et je suis belle. Ça, c'est sympa. Alors vous êtes le roi de votre vie, j'ai l'impression que vous êtes aussi le roi de Namur, le roi de la famille, le roi de la famille. Et donc, on a bien envie d'être un peu vos sujets, ici et là, pourquoi pas. C'est très drôle en tout cas. Ça pourrait ressembler à Uburois, je ne sais pas. C'est vrai, j'ai lu Mais, ce bouquin. c'est tellement, à la fois, tellement, vous faites des choses très sérieuses, très constructives, franchement, hyper actif, très performant, et puis qui transmet énormément de choses. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire-là de transmission, de vouloir aller dans les prisons, de faire des ateliers d'écriture, vraiment super. Donc, on attend que vous fassiez, je sais pas, une famille. Non, il faut pas parler de ça. Allez, on va pas La faire. pression On de va Judith pas Cohen-Solal. énerver- Même les enfants. on va Elle a pas enfin- énerver elle a- votre maman. Elle a enfin trouvé le projet qui sera le plus brouillon de mon parcours. Dites pas ça, le brouillon, le pauvre. C'est vrai. Et Merci voilà. beaucoup. Mais c'est très gentil, c'est un beau résumé, plein de notes positives. J'ai vraiment bien fait de passer près de vous. C'est un regain d'énergie. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, pour ce joli portrait, évidemment, que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Judith Cohen-Solal, qui est notre psychanalyste, il faut le dire. Mais je l'ai bien ressenti. Je ne l'ai pas du tout. Je me suis bien senti. Je me demande même s'il faut que je paye la séance. C'est Voilà. gratuit pour aujourd'hui, non? On ne sait pas, en antenne, on peut discuter. Merci beaucoup, Judith. À la semaine prochaine. Cyrielle Sarah Cohen. Écoutez, ça m'a fait penser à ça. C'est moi Simba, c'est moi le roi. Ah ben voilà. J'avais très envie de passer ce petit bout de chanson. Ça m'a fait penser à ça pendant que nous parlions. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu nous voir pour votre spectacle Guillaume vous détend le 6 et 7 mars au Trianon, en tournée dans toute la France, en Suisse et au Canada. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Oh ben c'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous savez, on dit plein de choses sur la France, sur Paris, sur les médias parisiens, sur le stress que ça peut engendrer, etc. Donc j'étais un peu en train de me dire où est-ce que je vais. Et j'ai passé un très chouette moment. Et vous m'avez convaincu que le bon accueil, la bienveillance doivent rester de mise. Et donc je vous remercie. Et je suis sûr que ce petit moment va me porter chance pour la suite. Eh bien, merci pour vos jolis mots, Guillaume. À très bientôt sur Radio J, j'en suis sûre. À la réalisation audio et vidéo, Alan Lucas, Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain, bien sûr, dès 15h avec mon invité, l'acteur Grégory Baquet pour la pièce Colorature. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati et dans un instant, le journal sur Radio J.